Parmi les victimes, l'un des premiers médecins chinois à avoir donné l'alerte sur le virus, il avait été arrêté le mois dernier pour avoir diffusé, selon Pékin, des informations illégales et fausses. Sa mort provoque la colère sur les réseaux sociaux. Nous sommes en guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Et cela requiert notre mobilisation générale. I called for a ban from people coming in from China long before anybody thought it was. In fact, had I let these tens of thousands of people come in from China a day, we would have had something right now that would have been, you wouldn't have even recognized it compared to where we are. The whole world is suffering because of it. Dimanche 5 avril 2020, le bilan du coronavirus fait froid dans le dos. 2600 morts par jour, 108 morts chaque heure, 1 224 913 personnes contaminées et près de 70 000 morts à ce jour. Mais ces chiffres sont bien minoritaires comparés à la pandémie dont on va vous parler aujourd'hui. Une pandémie qui, selon l'Institut Pasteur, a fait près de 100 millions de morts en 2 ans et près de 500 millions de personnes infectées. La grippe espagnole. Printemps 1918, Québec. Plusieurs personnes présentant les mêmes symptômes grippaux se présentent les uns après les autres vers les hôpitaux et cliniques médicales en masse, ce qui suscite la peur et la panique générale dans toute la ville. Peste, fièvre noire, on n'en sait rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne s'agisse pas d'une simple grippe. Septembre 1918. La Première Guerre mondiale est sur le point de s'achever puisque les Allemands empilent défaite sur défaite. Et cela, en grande partie, à l'intervention des soldats américains en Europe qui vont certes terminer une guerre des plus sanglantes, mais malheureusement sans le vouloir, ils vont créer une autre guerre à l'échelle moléculaire et qui fera bien plus mal. Mi-septembre, on signale déjà des dizaines et dizaines de morts à Boston et Philadelphie, présentant les mêmes symptômes que leurs voisins québécois. Toux, gorge irritée, fièvre intense, maux de tête à répétition. Le mal est foudroyant. Votre corps tourne au bleu ou au noir à cause du manque d'oxygène. La fièvre vous fait délirer, vous saignez des yeux, du nez et même des oreilles. Mais les autorités médicales à Québec et aux États-Unis répètent qu'il s'agit d'une simple grippe ordinaire et qu'il ne faut pas s'inquiéter. L'arrivée de l'American Expeditionary Force sur le terrain fut l'une des clés de la victoire de la Triple Entente. Lors de l'armistice, le 11 novembre 1918, environ 5 millions de soldats américains étaient en France, en Espagne, en Angleterre et un peu partout en Europe. C'est alors qu'on remarque qu'un nombre incalculable d'Européens tombent malades en même temps et plusieurs personnes périssent de façon exponentielle. Le monde est désormais touché par une pandémie meurtrière et qu'il ne s'agissait pas d'un simple virus grippal, comme les autorités américaines et canadiennes le signalaient et voulaient nous faire croire. Mais d'où vient cette pandémie réellement? En fait, il faut savoir que cette pandémie vient, roulement de tambour s'il vous plaît, de la Chine. Eh oui, comme d'habitude. Elle serait arrivée aux États-Unis avec des militaires américains rentrant chez eux qui ont par la suite contaminé toute l'Europe. On ne connaît pas très bien les origines de cette grippe. Mais toutefois, on sait que cette grippe est très probablement aviaire qui vient des oiseaux, transmise par la suite au porc qui a réussi à nous la transmettre, nous humains. Et tout ça, c'est fait par l'intermédiaire de plusieurs mutations. Une mutation, pour expliquer, c'est lorsque le virus change son identité. Prenez-le comme une personne qui a moins de 18 ans et qui veut rentrer en boîte. Ce qu'il va faire, c'est créer une fausse carte d'identité, la modifier de sorte qu'il ait 19 ans et pourra infiltrer la boîte. Bref, mais là, il y a une question que vous allez sûrement me poser. Pourquoi grippe espagnole donc? La réponse est toute simple. Lors de la Première Guerre mondiale, l'Espagne était un des seuls pays qui n'était pas directement impliqué dans la guerre. C'était donc un des seuls pays à publier des rapports officiels sur la maladie durant cette période. Pour affronter le monstre, la médecine de 1918 est désarmée. Pas de vaccin, pas d'antibiotiques, pas de médicaments antiviraux.
on se contentait de l'aspirine et des conseils tels que lavez-vous bien l'intérieur du nez ou encore mangez beaucoup de bouillon de volaille. Le 8 octobre, les autorités médicales de Québec se résignent à décréter la dictature hygiénique. Les écoles sont fermées, les théâtres, les cinémas, ainsi que les salles d'amusement, tous les commerces, à l'exception des boucheries et des épiceries, doivent fermer boutique. Le scénario se répète à la grandeur du continent, à quelques variations près. À Montréal, le fait de cracher dans la rue est passible d'une amende de 15 $ et le fait de sortir en masse dans la rue est passible d'une amende de 100 $ canadiens, je précise. En l'espace de quelques jours, les rues sont désertes, la grippe et la misère forment une combinaison redoutable. À la mi-octobre, les funérailles sont si nombreuses que l'archevêque ordonne de ne plus faire sonner les cloches des églises chaque fois. Il craint que le son continuel du glas démoralise les vivants. À plusieurs endroits, on manque de cercueils. Rien qu'à Paris, on compte 500 morts par jour. Le mois suivant, le 11 novembre 1918, la Première Guerre mondiale s'achève et le retour des soldats dans leur pays fait croître considérablement le nombre de personnes contaminées. En 1919, cette pandémie commence à s'étendre, faisant au passage entre 4 et 9 millions de morts en Chine, entre 12 et 20 millions de morts en Inde et entre 4 à 6 millions de morts en Europe. Quelle est la composition de ce virus et quels sont ses réels effets? La grippe aviaire est une infection provoquée par des virus grippaux de type A et en particulier par les sous-types H5, H7, H9 et H1, responsables, elles, de notre chère grippe espagnole. Cette infection peut toucher presque toutes les espèces d'oiseaux sauvages ou domestiques. La grippe A, H1N1, est une maladie infectieuse due à un type de virus grippal que l'on trouve normalement chez le porc. Le virus qui se propage actuellement chez l'homme est une version de la grippe qui diffère de la grippe saisonnière que les individus contractent en hiver. Cela signifie que la plupart des gens ne disposent pas de défenses immunitaires contre ce virus et que cette grippe peut donc se propager très rapidement d'une personne à l'autre. Mais quels sont les symptômes et complications de cette chère maladie? Les diverses souches d'influenza A produisent les mêmes types de symptômes. Parmi ceux-ci, on retrouve des courbatures, des frissons, une toux, de la fatigue, une fièvre, des maux de tête, une perte d'appétit ou encore un mal de gorge. Certaines personnes infectées par le virus de la grippe H1N1 également signalé des vomissements et de la diarrhée. Plusieurs personnes importantes décèdent de ce virus. Max Weber, père fondateur de la sociologie, le poète Guillaume Apollinaire, le président américain Wilson, le grand-père de Donald Trump, Frédéric Trump même décède, Rodrigo Alavés, président brésilien, ainsi que le célèbre écrivain Franz Kafka, Léon Mornaer, pionnier de l'aéronautique. Toutes ces personnes périssent du H1N1. La fin de la grippe espagnole n'a pas eu que des conséquences sur le court terme. Elle a bouleversé le monde des années et années plus tard. Certains disent que c'est à cause de cette maladie qui causa plusieurs AVC et douleurs intenses chez le président américain Wilson que ce dernier imposa de telles restrictions sévères à l'Allemagne au cours du traité de Versailles en 1919, puisque sa personnalité avait bien changé, plus impulsif et plus irritable. Et comme vous le savez, une des causes de la Seconde Guerre mondiale fut le désir de vengeance des Allemands suite aux conditions imposées par les Alliés qui les avaient mis plus bas que terre. Cette pandémie créa aussi le besoin, la nécessité de collaboration même, des pays entre eux pour ne plus revivre une telle catastrophe. Le comité d'hygiène de la Société des Nations est donc créé, organisation qui deviendra par la suite ce qu'on connaît aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Il faut aussi savoir que le système de quarantaine maritime imposé par les Australiens leur a permis d'éviter 2 vagues de H1N1. Mais malheureusement, la 3e vague atteint le pays
mais quand même 12 000 morts, beaucoup moins comparé aux autres pays. Ce qui a par la suite poussé le monde à adopter le système de quarantaine maritime plus efficacement. Même au niveau des neurosciences en 1920, cette maladie aura des répercussions puisque le célèbre psychanalyste Sigmund Freud perdra sa fille Sophie enceinte, ce qui forgera la théorie de pulsion de mort. Le traumatisme créé par cette grippe viendra forger l'idée qu'un virus ne peut et ne doit être négligé. La recherche médicale, elle, sera plus développée, notamment dans les domaines de l'infectiologie, de la virologie et des hôpitaux seront beaucoup plus créés, bâtis en France et en Europe. Si la pandémie de la grippe espagnole a semé zizanie et chaos général, tout comme la maladie du Covid-19, ces deux pandémies sont toutefois très différentes. De 1, à l'époque de la grippe espagnole, on n'avait ni les connaissances ni les outils médicaux d'aujourd'hui. De 2, contrairement au coronavirus qui touche majoritairement les personnes âgées, le virus H1N1, lui, touchait aussi bien les personnes jeunes que les adultes, ainsi que les personnes âgées. De 3, les déplacements de masse dus à la Première Guerre mondiale ont rapidement répandu la maladie. The Ebola epidemic showed me that we're not ready for a serious epidemic, an epidemic that would be more infectious and would spread faster than Ebola did. This is the greatest risk of a huge tragedy. This is the most likely thing by far to kill over 10 million excess people in a year. Les deux virus et leur pandémie présentent beaucoup de différences, certes, mais présentent aussi beaucoup de similitudes. Ce sont des virus différents, mais qui ont la particularité de donner des pathologies pulmonaires sévères et des syndromes de détresse respiratoire aiguë sévère. Sur ce point, ils sont donc similaires, précise Karl Feldgen, médecin et membre du groupe d'histoire des hôpitaux de Rouen. Il cite « Ce que l'on constate essentiellement, c'est la désorganisation des services de santé et la désorganisation des hôpitaux qui ont été vécus en 1918 comme en 2020. » Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war.